La caméra s'enfonce dans l'obscurité. À 600 mètres sous la surface de l'océan Pacifique, la lumière du soleil n'est plus qu'un souvenir. Seule la faible lueur de la caméra éclaire la zone, fendant l'eau à une profondeur telle que la pression y écraserait instantanément un corps humain. Soudain, quelque chose apparaît au bord du cadre. Un bras. Mais l'appeler un bras ne rend pas compte de la réalité de ce qui se meut dans l'eau. Il mesure 6 mètres de long, est aussi épais qu'un poteau téléphonique à la base et est recouvert de ventouses de la taille d'une assiette. Et ces ventouses ne sont pas lisses. Chacune est ceinturée de dents acérées et dentelées, conçues pour agripper une proie qui tente désespérément de s'échapper. Le bras s'étend davantage dans la lumière, puis un autre bras apparaît, et encore un autre. 8 bras au total, chacun plus long que la plupart des requins, convergeant tous vers un point central où un corps de la taille d'un monospace flotte dans l'eau noire. Voici Architeuthis dux, le calmar géant. La créature qui a inspiré des milliers d'histoires de monstres, l'animal dont les marins juraient qu'il pouvait engloutir des navires entiers, la bête que la science a toujours considérée comme un mythe, jusqu'au jour où un bateau de pêche en a remonté un des profondeurs en 1873, prouvant ainsi que parfois, les monstres sont bien réels. Pendant plus d'un siècle, le calmar géant a hanté cet étrange entre légende et réalité. Nous savions qu'il existait car nous trouvions ses cadavres, échoués sur les plages ou flottant morts dans les voies de navigation. Mais nous n'en avions jamais vu un vivant dans son habitat naturel, jamais observé sa chasse, jamais constaté ses déplacements dans les profondeurs océaniques où il vit réellement. Toutes les tentatives pour la filmer ont échoué. Des sous-marins ont plongé dans l'abîme sans rien trouver. Des véhicules télécommandés ont mené des recherches pendant des années, en vain. Le calmar géant demeurait un fantôme, une créature qui avait laissé des traces de son existence mais refusait d'être observée. Jusqu'en 2012, lorsqu'une équipe de chercheurs japonais a enfin filmé pour la première fois un calmar géant vivant dans son habitat des profondeurs océaniques. Et ce qu'ils ont vu a révélé quelque chose de terrifiant. Le calmar géant n'est pas seulement grand, ce n'est pas un simple animal des profondeurs. C'est un super prédateur façonné par l'évolution pour chasser dans un environnement si hostile que presque rien d'autre ne peut y survivre grâce à des armes biologiques si sophistiquées qu'elles semblent tout droit sorties d'un cauchemar. Qu'est-ce qui fait du calmar géant le véritable monstre des profondeurs ? Quelles adaptations lui permettent de dominer les abysses les plus obscurs ? Et pourquoi cette créature, plus que tout autre animal des grands fonds, mérite-t-elle véritablement le titre de monstre ? Car une fois qu'on comprend les véritables capacités du calmar géant, une fois qu'on observe les outils de chasse que l'évolution lui a conférés et l'environnement extrême qu'il a conquis, on réalise que les vieux marins n'exagérèrent pas. Ils étaient simplement les seuls à avoir vécu assez longtemps pour dire la vérité. Un cachalot plonge. Il a besoin de se nourrir, et à cette profondeur, la seule nourriture disponible est le calmar. Petit calmar, calmar moyen, et s'il a de la chance, quelque chose de bien plus gros. La baleine descend à plus de 300 mètres de profondeur, puis à 600. La pression de l'eau est désormais écrasante, dépassant les 70 bars, suffisante pour comprimer les poumons humains comme des sacs en papier. La température est descendue à peine au-dessus de 0. L'obscurité est totale, un noir si profond que la lumière elle-même semble avoir disparu. Voici la zone mésopélagique, le domaine du calmar géant. Et le cachalot est sur le point de découvrir pourquoi la chasse y est si dangereuse. Quelque chose frappe la baleine par en dessous. Non pas une morsure, non pas un éperonnage, mais une saisie. 2 bras, chacun de plus de 9 mètres de long, enserrent le corps de la baleine avec une force écrasante. Les ventouses de ses bras s'agrippent à la peau de la baleine, et leurs dents acérées s'y enfoncent, créant des centaines de plaies circulaires qui se mettent aussitôt à saigner. La baleine se débat, tentant de se débarrasser de son agresseur. Mais le calmar géant ne la lâche pas. Il déploie davantage de bras, enserrant la baleine dans une cage de muscles et de tentacules. Puis, il accomplit un acte qui révèle toute la dangerosité de ces créatures. Il se hisse vers la tête de la baleine, déployant 2 appendices supplémentaires qui ne sont pas des bras. Ce sont des tentacules, des membres spécialisés pour la chasse, enroulés à l'intérieur du corps du calmar, attendant précisément ce moment. Ces tentacules diffèrent des 8 bras. Ils sont plus longs, plus fins et plus flexibles. À leur extrémité, ils se prolongent en larges massues recouvertes des plus grandes ventouses du corps du calmar, certaines mesurant 10 cm de diamètre,
chacune munie d'anneaux de dents acérées. Les tentacules se projettent en avant à une vitesse fulgurante, frappant la tête de la baleine, leurs appendices s'enroulant autour de tout ce qu'ils peuvent atteindre. Le calmar géant est désormais agrippé à la baleine par ses 10 membres, utilisant tous les moyens biologiques à sa disposition pour contrôler un prédateur qui pèse 20 tonnes de plus que lui. C'est ce qui terrifie les biologistes marins, car le calmar géant ne cherche pas à tuer le cachalot par constriction ou noyade. Il tente de se positionner correctement pour utiliser la seule arme capable de blesser un animal aussi massif, son bec. Au centre de tous ses bras et tentacules, dissimulés dans une masse musculaire appelée la masse buccale, se trouve une structure qui ressemble trait pour trait à un bec de perroquet. Elle est composée de chitine, la même matière que l'exosquelette des insectes, mais compressée et durcie pour devenir plus tranchante que la plupart des métaux. Ses bords sont d'une acuité redoutable. Sa pointe est conçue pour percer la chair. Et les muscles qui la manipulent peuvent générer une force de morsure de plus de 450 kg. Le calmar géant dirige son bec vers la peau de la baleine et mord. Son bec perce la graisse qui paralyserait la plupart des prédateurs et entaille profondément les tissus sous-jacents. Le calmar mord à nouveau. Et encore. Chaque morsure arrache des lambeaux de chair, créant des blessures qui affaiblissent la baleine, provoquent des saignements et des douleurs telles qu'elles pourraient la contraindre à battre en retraite. Le plus souvent, c'est la baleine qui l'emporte lors de ces affrontements. Les cachalots ont évolué spécifiquement pour chasser les calmars géants, développant une écholocation suffisamment sophistiquée pour les localiser dans l'obscurité totale, des dents conçues pour agripper des proies glissantes et une masse suffisante pour maîtriser même les plus grands calmars. Mais pas toujours. Des chercheurs ont découvert des cachalots morts avec des becs de calmars géants incrustés dans leur chair, des blessures qui se sont infectées et ont entraîné la mort de l'animal quelques jours ou semaines après le combat. Ils ont trouvé des baleines portant des cicatrices sur la tête et le corps, des marques circulaires laissées par les ventouses des calmars, preuve de combat suffisamment long pour laisser des séquelles permanentes. Et ils ont trouvé dans des estomacs de baleines des becs de calmars si grands qu'ils ne pouvaient provenir que d'animaux de plus de 15 mètres de long, des géants si massifs qu'ils repoussent les limites de ce que nous pensons être biologiquement possible. Voilà ce qui fait du calmar géant un véritable monstre. Ce n'est pas le plus grand animal de l'océan. Ce n'est même pas le plus grand calmar, ce titre revenant au calmar colossal, plus lourd mais pas plus long. Mais c'est celui qui peut se défendre contre les super-prédateurs, qui peut infliger de sérieuses blessures à des animaux qui devraient pouvoir le tuer facilement. Et elle y parvient en utilisant des armes biologiques parfaitement adaptées à la chasse dans un environnement où la plupart des animaux mourraient en quelques minutes. Les tentacules du calmar géant sont de véritables prouesses d'ingénierie, presque impossibles à concevoir. Chaque tentacule peut atteindre plus de 10 mètres de long, soit environ 3 fois la longueur du corps du calmar. Musclés et flexibles, ils sont capables de mouvements indépendants d'une précision stupéfiante pour des membres dépourvus d'os. Mais voici ce qui les rend vraiment remarquables comme armes de chasse. Elles peuvent tirer vers l'avant à des vitesses approchant les 40 km/h. Réfléchissez à la physique de ce phénomène. Les tentacules sont normalement enroulés à l'intérieur du corps du calmar, maintenus contractés par la tension musculaire. Lorsque le calmar attaque, il relâche cette tension d'un coup et les tentacules se projettent vers l'avant comme des harpons biologiques. L'accélération est instantanée. Un instant, les tentacules sont rétractés. L'instant d'après, ils sont entièrement déployés et enserrent une proie qui ne les a même pas vus venir. Cette rapidité d'attaque est cruciale pour la chasse en haute mer. Car dans l'obscurité, la plupart des proies ont évolué pour détecter les prédateurs grâce aux perturbations de l'eau, les ondes de pression créées par le mouvement. Une approche lente est repérée. La proie s'échappe. Vous mourrez de faim. Mais une attaque plus rapide que le temps de réaction de la proie? Voilà comment on mange. Et une fois que ces tentacules entrent en contact, s'échapper devient quasiment impossible. Car les appendices situés à l'extrémité des tentacules ne sont pas seulement recouverts de ventouses. Ils sont dotés du système de préhension biologique le plus sophistiqué jamais développé. Chaque ventouse est une cupule musculaire capable de créer une dépression, un véritable vide biologique qui plaque la ventouse contre la surface sur laquelle elle est en contact. Dans l'eau, cela crée une adhérence incroyablement forte, si forte qu'il est impossible de détacher la ventouse d'un calmar par la force. Il faut rompre l'adhérence en glissant un objet fin dessous. Mais les ventouses du calmar géant ajoutent une autre dimension à l'horreur. Ces anneaux de dents, certaines acérées et pointant vers l'intérieur, d'autres émoussées et conçues pour broyer,
ne servent pas seulement à agripper la proie. Elles lacèrent sa chair, créant des blessures qui rendent les saignements et les efforts de lutte plus difficiles. Les chercheurs qui ont examiné ces ventouses au microscope les décrivent comme d'une précision quasi mécanique. Les dents sont disposées selon des motifs spécifiques, différentes configurations pour différentes parties de la massue tentaculaire, comme si l'évolution avait conçu chaque ventouse pour une fonction précise. Les ventouses situées près de l'extrémité de la massue sont munies de dents acérées et recourbées vers l'intérieur, conçues pour percer et retenir fermement les proies glissantes. Celles plus proches de la base possèdent des dents plus émoussées, disposées en motif broyeur, destinées à blesser les proies déjà capturées et qui tentent de se libérer. Il s'agit d'un système d'armes à progression graduée. La première frappe utilise des prises perforantes pour saisir la cible. Le maintien de la prise se fait grâce à des prises écrasantes. Et tout cela se déroule dans l'obscurité totale, à des profondeurs où la pression de l'eau serait mortelle pour la plupart des animaux, à des températures légèrement supérieures à zéro. Il s'agit d'une adaptation à un environnement extrême poussé à ses limites absolues. Le calmar géant a développé des techniques de chasse si efficaces qu'il peut capturer des proies se déplaçant dans un espace tridimensionnel en pleine obscurité, les maintenir fermement malgré les basses températures qui rendent le fonctionnement musculaire difficile, et leur infliger suffisamment de dégâts pour tuer ou neutraliser des animaux qui luttent pour leur survie. Mais les tentacules ne sont que le début, car une fois que le calmar géant a attrapé une proie, une fois que ses tentacules l'ont enlacé et que ses ventouses se sont fixées, il doit accomplir une tâche encore plus difficile. Il faut qu'il se nourrisse. Et se nourrir dans les profondeurs océaniques implique de résoudre un problème qui semble presque impossible. Le calmar géant possède un bec semblable à celui d'un perroquet, dissimulé au centre de ses bras. Mais contrairement à un perroquet, qui possède un crâne et une mâchoire pour ancrer les muscles de son bec, le calmar géant a un corps presque entièrement mou. Il n'a pas de squelette, pas de structure rigide sur laquelle s'appuyer. Alors, comment générer une force de morsure suffisante pour couper la chair quand on n'a rien de rigide à quoi ancrer ses muscles? La réponse réside dans l'une des structures anatomiques les plus étranges de la nature, la masse buccale. Imaginez une boule de muscle de la taille d'un ballon de basket, si dense qu'elle est presque aussi dure qu'un os. Cette masse se situe au centre de la couronne du bras du calmar et lui sert de pseudosquelette, une structure suffisamment rigide grâce à sa densité musculaire pour que d'autres muscles puissent s'y exercer une traction. Le bec lui-même est enchâssé dans la partie antérieure de cette masse, maintenu en place par des muscles et du tissu conjonctif. Lorsque le calmar mord, les muscles qui traversent la masse buccale se contractent, rapprochant les deux moitiés du bec comme des ciseaux qui se referment. Mais voici le plus étrange. La dureté du bec n'est pas uniforme. La pointe, la partie qui coupe, est incroyablement dure, plus dure que presque tous les tissus biologiques, à l'exception des dents. En revanche, la base du bec, là où il s'articule avec les tissus mous de la muqueuse buccale, est beaucoup plus molle, presque flexible. Ce gradient de dureté prévient un problème crucial. Si le bec était uniformément dur jusqu'à sa base, la jonction entre le bec et les tissus mous constituerait un point faible, un endroit où les contraintes se concentreraient et provoqueraient des déchirures ou des lésions. Mais grâce à cette transition progressive, le calmar répartit les contraintes sur une plus grande surface, évitant ainsi de se blesser lorsqu'il mord de toutes ses forces. Il s'agit là de science des matériaux à un niveau que les ingénieurs humains tentent encore de reproduire. Nous sommes incapables de créer des matériaux qui passent en douceur de la rigidité à la flexibilité tout en conservant leur intégrité structurelle. Or, le calmar géant en développe un naturellement, uniquement à partir de protéines et de chitine agencées selon des densités variant progressivement. Et ce bec doit être aussi sophistiqué en raison du régime alimentaire du calmar géant. Ce n'est pas un animal qui se nourrit de méduses à corps mou ou de minuscules zooplancton. Il chasse des poissons, d'autres calmars, tout ce qui possède des muscles et de la chair, et dont la valeur nutritive justifie l'effort énergétique déployé pour la chasse. Cela signifie percer les écailles, la peau, les tissus musculaires qui résistent. Le bec doit être suffisamment pointu pour percer, suffisamment robuste pour couper sans se briser, et il doit fonctionner dans un environnement glacial où la pression est extrême. Et c'est le cas. Des chercheurs qui ont examiné le contenu stomacal de calmars géants morts ont trouvé des poissons partiellement digérés, des calmars plus petits et, dans certains cas, des morceaux de proie si gros qu'ils suggèrent que le calmar s'attaquait à des animaux presque aussi gros que lui.
Il s'agit du comportement d'un superprédateur. Cet animal a tellement confiance en ses armes qu'il n'hésite pas à attaquer des proies dangereuses, quitte à risquer des blessures, car ses atouts lui permettent généralement de remporter le combat. Mais toutes ces armes, les tentacules explosifs, les ventouses agrippantes munies d'anneaux de dents, le bec acéré comme un rasoir soutenu par une boule de muscles solides, rien de tout cela n'aurait d'importance si le calmar géant ne pouvait pas résoudre le problème le plus fondamental de la vie dans les profondeurs océaniques. Comment trouver une proie dans l'obscurité totale? Le calmar géant possède les plus grands yeux de tous les animaux terrestres. Chaque œil a la taille d'une assiette, soit près de 28 cm de diamètre, à peu près celle d'un ballon de basket en comptant les tissus de soutien. Ces yeux ne sont pas de simples versions agrandies d'yeux normaux. Ce sont des organes spécialisés, ayant évolué spécifiquement pour détecter les plus faibles traces de lumière dans un environnement où aucune lumière ne devrait exister. À 600 mètres de profondeur, la lumière du soleil disparaît complètement. L'océan est plongé dans l'obscurité la plus totale. Pourtant, la bioluminescence, cette lumière produite par les organismes vivants, persiste. Les poissons des grands fonds émettent des flashs lumineux pour communiquer ou désorienter leurs prédateurs. Les méduses brillent lorsqu'elles se déplacent. Même le simple fait de remuer l'eau avec un animal peut déclencher la bioluminescence du plancton microscopique. Ces sources lumineuses sont incroyablement faibles. Un éclair fugace au loin. Une lueur éphémère qui ne dure qu'une fraction de seconde. Si vous êtes humain, vous ne verriez rien. Vos yeux ne sont pas assez sensibles. Mais les yeux du calmar géant, eux, sont impressionnants. Ces yeux gigantesques, de la taille d'une assiette, ne sont pas simplement grands pour faire joli. Leur taille est directement liée à leur capacité à capter la lumière. Plus le cristallin est grand, plus on peut capturer de photons. Plus la rétine est grande, plus on peut y intégrer de cellules photosensibles. Les yeux du calmar géant possèdent des cristallins de la taille d'une orange. Derrière ces cristallins se trouvent des rétines riches en cellules photosensibles, avec une densité supérieure à celle de la plupart des yeux de vertébrés. Contrairement aux yeux humains, qui présentent une tache aveugle au point de jonction du nerf optique, les yeux du calmar géant sont dépourvus de ce défaut, ce qui leur permet de détecter avec une grande précision les sources lumineuses les plus faibles. Mais la véritable innovation réside dans le réglage de ces yeux. Ils sont optimisés spécifiquement pour détecter les longueurs d'onde bleu-vert produites par la bioluminescence. Il ne s'agit pas d'un œil capable de percevoir tout le spectre des couleurs. C'est un œil conçu dans un seul but, détecter les êtres vivants qui tentent de se dissimuler dans l'obscurité. Des chercheurs ayant étudié ces yeux à l'aide de modélisations informatiques ont déterminé qu'un calmar géant peut probablement distinguer la silhouette d'un cachalot se détachant sur la faible lumière de la surface à plus de 120 mètres de distance. Cela représente un avertissement préalable de 120 mètres indiquant l'approche d'un prédateur, une distance suffisante pour décider de fuir ou de se préparer au combat. Et dans un environnement où la surprise fait la différence entre manger et être mangé, une portée de détection de 120 mètres représente un avantage considérable. Mais la vue seule ne suffit pas, car les profondeurs océaniques sont tridimensionnelles, contrairement au milieu de surface. Les proies peuvent surgir d'en haut, d'en bas, de devant, de derrière, de n'importe quel angle dans la sphère d'eau qui vous entoure. On ne peut pas se contenter de surveiller une seule direction et se sentir en sécurité. C'est là que la structure corporelle du calmar géant devient cruciale. Ses 8 bras et ses 2 tentacules ne sont pas que des armes, ce sont des organes sensoriels. Chaque centimètre de chaque bras est recouvert de capteurs qui détectent les traces chimiques dans l'eau, les variations de pression dues au mouvement et même les champs électriques générés par les contractions musculaires d'autres animaux. Cela confère au calmar géant une perception de son environnement qui s'étend simultanément dans toutes les directions. C'est comme avoir 10 doigts de 6 à 9 mètres de long chacun, qui goûtent, touchent et sentent constamment l'eau, et qui renvoient des informations à un cerveau central traitant les données provenant d'une sphère d'eau de plus de 18 mètres de diamètre. Voici comment le calmar géant chasse. Non pas en poursuivant ses proies comme un requin, ni en les guettant comme une baudroie, mais en restant immobile dans l'eau, les bras étendus, les yeux scrutant le moindre éclat de bioluminescence, les capteurs détectant la plus infime trace chimique ou variation de pression indiquant la présence d'une proie à proximité. Et lorsqu'il détecte une proie, ses tentacules se projettent en avant à une vitesse explosive, ses ventouses s'y agrippent avec une force de préhension inébranlable, et son bec déchire la chair avec une puissance de coupe capable de blesser des animaux 100 fois plus gros que lui. Il s'agit d'une prédation adaptée à un monde extraterrestre.
Un monde de pression écrasante, de température glaciale et d'obscurité totale. Un monde où les règles de la chasse en surface n'ont plus cours, où la taille et la vitesse importent moins que les capacités sensorielles et les armes efficaces dans des conditions extrêmes. Le calmar géant a si parfaitement maîtrisé cet univers qu'il est devenu l'un des prédateurs les plus prospères du plus vaste habitat terrestre. Car les profondeurs océaniques, zone où vit le calmar géant, représentent plus de 90% du volume des océans. Il s'agit du plus grand écosystème de la planète, et le calmar géant en est l'un des super prédateurs. Mais voici ce qui rend le calmar géant véritablement monstrueux, ce qui le distingue de tous les autres prédateurs des profondeurs. Il n'est pas confiné aux abysses. Il n'est pas limité à une seule profondeur, ni à une seule stratégie de chasse. Des calmars géants ont été observés en surface. Ils ont été pris dans des filets de pêche en eau peu profonde. Ils ont été filmés dans des zones qui devraient être trop chaudes, trop lumineuses et trop éloignées de leur habitat naturel en eau profonde. Cela laisse présager quelque chose de terrifiant. Le calmar géant n'est pas seulement adapté aux profondeurs. Il tolère une vaste gamme de conditions, capables de se déplacer dans différentes zones de l'océan et de chasser dans des endroits où ses proies ne s'attendraient jamais à rencontrer un prédateur des abysses. Imaginez-vous être un poisson nageant à 90 mètres de profondeur, une eau suffisamment peu profonde pour que la lumière du soleil y pénètre encore, une température suffisamment chaude pour votre confort, à l'abri des monstres des profondeurs. Soudain, des tentacules plus longs que votre corps jaillissent des ténèbres, des ventouses s'agrippent à votre chair avec leurs anneaux de dents acérés, et vous êtes entraîné dans un abîme infranchissable. Voilà la réalité de la vie en mer. Le calmar géant n'est pas cantonné à une seule zone. C'est un monstre qui peut surgir n'importe où, chasser à des profondeurs allant de la surface jusqu'à plus de 900 mètres et s'adapter à différentes conditions et à différentes proies grâce aux mêmes armes biologiques qui font de lui un prédateur redoutable en abysse. Et nous ne savons toujours pas quelle taille ils peuvent réellement atteindre. Le plus grand calmar géant jamais mesuré mesurait 13 mètres de long et a été capturé près de la Nouvelle-Zélande en 2007. Cependant, cette mesure inclut les tentacules, qui représentent plus de la moitié de la longueur totale. Le manteau, la partie principale du corps du calmar, ne mesurait qu'environ 2,1 mètres de long. Mais voilà le hic, il est possible que ce ne soit pas sa taille maximale. En effet, presque tous les calmars géants que nous avons examinés étaient juvéniles ou subadultes. Nous n'avons jamais trouvé de calmar géant âgé, pleinement mature et au sommet de sa croissance. On le sait car les calmars, comme les poissons, possèdent des anneaux de croissance dans leur statolite, de petites structures calcifiées situées dans leur tête et qui fonctionnent comme des oreilles internes. On peut compter ces anneaux, à la manière des cernes d'un arbre, pour déterminer leur âge. Et tous les calmars géants dont l'âge a été déterminé de cette façon étaient relativement jeunes, généralement âgés de moins de 5 ans. Mais on pense que les calmars géants vivent au moins 10 ans, voire plus. Alors, où sont les plus vieux ? Où sont ces individus vraiment gigantesques qui grandissent depuis une décennie dans les profondeurs océaniques, se nourrissant, survivant et devenant chaque année plus grands ? Nous l'ignorons. Nous n'en avons jamais trouvé. Cela signifie soit qu'ils meurent jeunes, ce qui semble peu probable compte tenu de leur efficacité en tant que prédateurs, soit qu'ils vivent dans des profondeurs que nous n'avons pas encore explorées, soit qu'ils sont si doués pour échapper à la détection que nous n'avons jamais réussi à capturer ou à filmer un adulte parvenu à maturité. Et si cela s'avère vrai, s'il existe des calmars géants bien plus grands que tout ce que nous avons mesuré, alors les vieilles histoires de marins sur les attaques de calmars contre les navires ne sont peut-être pas aussi exagérées qu'on le pensait. Un calmar aux bras de plus de 12 mètres de long et aux tentacules s'étendant jusqu'à 18 mètres. Voilà un animal dont la portée dépasse les 30 mètres lorsque ses tentacules sont entièrement déployés. Un animal capable d'attraper facilement une proie à la surface depuis une quinzaine de mètres de profondeur, de faire chavirer une petite embarcation en enroulant ses bras autour d'elle, ou encore de confondre le clapotis d'une rame ou l'ombre d'une coque avec une proie. Nous supposons que les anciennes histoires étaient des légendes, car nous n'avons jamais documenté d'attaque de calmars géants contre un navire. Mais nous ne les avons jamais vraiment cherchés dans leur habitat naturel. Presque tout ce que nous savons sur le calmar géant provient de spécimens morts, échoués sur les plages ou capturés accidentellement. Les images de 2012 étaient révolutionnaires précisément parce que c'était la première fois que nous envoyions un vivant dans les profondeurs océaniques, là où il vit réellement.
C'est comme essayer de comprendre les loups en se basant uniquement sur les animaux écrasés sur la route et en supposant que l'absence d'attaque de loups sur les voitures signifie que les loups sont des créatures passives. On observe alors un animal hors de son contexte et on en tire des conclusions potentiellement dangereusement erronées. En réalité, nous comprenons encore très mal le calmar géant. Nous ignorons comment il se reproduit. Nous ne l'avons jamais observé s'accoupler. Nous ne savons ni où il pond ses œufs, ni combien de petits il engendre. Nous ignorons tout de son aire de répartition, de la taille de sa population et de ses interactions sociales. Ce que nous savons, c'est que le calmar géant est un superprédateur doté d'armes spécifiquement adaptées à la chasse dans les environnements les plus extrêmes de la planète. Ses tentacules frappent plus vite que la plupart de ses proies ne peuvent réagir. Ses ventouses, garnies de dents, infligent des blessures par simple agrippement. Son bec peut trancher la chair avec une force de plus de 450 kg. Ses yeux, de la taille d'une assiette, lui permettent de voir dans l'obscurité quasi totale. Enfin, ses capacités sensorielles lui permettent de détecter ses proies à plusieurs mètres de distance, dans un espace tridimensionnel. Voici le véritable monstre des profondeurs. Non pas parce qu'il attaque les humains, il ne le fait presque certainement pas, nous ne faisons pas partie de son régime alimentaire habituel et les rencontres sont extrêmement rares, mais parce que c'est un animal que l'évolution a façonné pour la létalité, qui vit dans un monde de pression écrasante et d'obscurité glaciale, qui chasse avec des armes biologiques si sophistiquées qu'elles semblent conçues artificiellement plutôt que d'origine naturelle. Le calmar géant prouve que les monstres n'ont pas besoin d'être mythologiques. Ils existent. Ils sont bien réels. Ils nagent en ce moment même dans les profondeurs abyssales, immobiles dans l'obscurité, les bras étendus, leurs yeux immenses scrutant la moindre trace de bioluminescence, leurs tentacules enroulés, prêts à frapper quiconque aura le malheur de s'aventurer à leur portée. Et le plus terrifiant, nous avons exploré moins de 5% des profondeurs océaniques. Nous avons cartographié la surface de Mars avec plus de précision que les fonds marins. Il existe des fosses, des canyons, et de vastes étendues d'eau profonde qu'aucun humain n'a jamais observées, qu'aucune caméra n'a jamais filmé, qu'aucun robot n'a jamais exploré. Le calmar géant vit dans ce royaume inexploré. Et s'il en existe de plus grands, de plus vieux, des individus au sommet de leur forme et de leur puissance, ils évoluent dans un monde que nous avons à peine entrevu. Voilà ce qui fait du calmar géant le véritable monstre des profondeurs. Non pas ceux que nous avons découverts, mais ceux que nous n'avons pas encore trouvés. Ceux qui rôdent encore dans l'obscurité, chassant avec des armes qui en font l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan, vivant dans un environnement si vaste et inexploré qu'il pourrait être bien plus commun, bien plus grand et bien plus performant que nous ne le pensons actuellement. Le monstre n'est pas un mythe, le monstre est bien réel, il a toujours été là. Simplement, nous n'avions jamais cherché au bon endroit pour l'observer chasser dans son élément, utilisant des outils que l'évolution a perfectionnés pendant des millions d'années, dominant un écosystème qui recouvre la majeure partie de la planète. Et chaque fois qu'un cachalot fait surface avec des cicatrices circulaires fraîches couvrant son corps, chaque fois qu'un filet de pêche remonte avec des fragments de tentacules trop grands pour correspondre à n'importe quel calmar que nous avons répertorié, chaque fois que le sonar détecte quelque chose de massif se déplaçant dans une eau trop profonde pour que la plupart des animaux puissent y survivre, une simple vérité nous est rappelée. L'océan abrite des monstres. Ils ne sont ni surnaturels ni imaginaires. Ce sont des animaux qui ont évolué pour survivre et chasser dans des conditions qui seraient fatales à presque toutes les autres espèces. Et le calmar géant, avec ses tentacules explosifs, ses ventouses dentelées et son bec acéré comme un rasoir, est l'exemple parfait de ce à quoi ressemblent de véritables monstres, fruits de millions d'années d'évolution. Les marins avaient raison. Leurs histoires étaient vraies. Nous n'écoutions tout simplement pas.